Salut tout le monde, c'est New. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de mes lectures de mai, même si comme vous le savez j'avais fait quand même une partie de mai sur la précédente vidéo. Donc là ça va reprendre à peu près 2 semaines et demie de lecture, mais vous allez voir, je pense que vous l'avez vu de toute façon sur la miniature, il y a du très lourd. Tout d'abord je vous montre ça parce que je vais tout simplement pas en parler dans le détail dans cette vidéo, mais j'ai lu les 2 premiers tomes de Aohashi, le premier manga des éditions Mangetsu. J'ai fait une vidéo spéciale que vous pouvez retrouver en fiche en haut à droite de votre écran, voilà, si ça vous intéresse. Donc grosso modo dans Aohashi on va être dans un manga de foot, donc manga de sport, avec une vision du sport qui est quand même assez réaliste. On va suivre Ashito qui est un jeune garçon plein d'énergie, qui fonce un petit peu tête baissée sur le terrain et qui pense que si tous ses compagnons lui donnent la balle, il va réussir à marquer tous les buts, voilà, tout simplement. Et donc le but ça va être un petit peu de changer sa vision des choses, surtout que pour pouvoir jouer de manière professionnelle forcément il faut se faire repérer. Il va se faire repérer par Fukuda qui est un ancien extrêmement doué joueur de foot qui malheureusement suite à une blessure a dû faire une croix sur sa carrière, et donc en fait il est devenu entraîneur de la J-League et notamment de l'équipe U18, et son but ça va être de faire de cette équipe la plus forte au monde concrètement, hein, rien que ça, et de battre le Real Madrid, Barcelone, etc. Et donc dans ces 2 premiers tomes on va voir un petit peu le personnage évoluer, on va avoir pas mal de caractéristiques assez précises au niveau du foot, certains mouvements, etc. Bon, moi j'y connais rien mais voilà. Et ce qui est impressionnant c'est que même quand on n'est pas fan de foot, on peut que surkiffer ce manga. Ce qu'il provoque au niveau du ressenti, l'adrénaline, etc. On se prend très vite au jeu, même sans le vouloir, hein, voilà, je vous avoue. Et on s'attache très vite à ce petit personnage et on est complètement fou. Ensuite on passe du côté de Kurokawa. Je vais avoir lu Demon Slave tome 1 et 2 que bon j'ai commencé, vous vous en doutez, un petit peu en retard, voilà, un petit peu après tout le monde, surtout que je lis pas en général du Kurokawa, mais là j'ai reçu, je dis n'importe quoi, j'ai lu le premier tome parce que je l'ai trouvé d'occasion dans ma librairie. D'ailleurs j'ai eu le droit à la petite jaquette en édition limitée qui est offerte dans les librairies Canal BD, parce que ma librairie elle est dans la franchise de Canal BD, et j'ai eu le tome 2 directement sur Sanctuary pour le chroniquer. Donc Demon Slave. On va suivre Yuki qui est un jeune garçon normal qui se retrouve transporté dans le royaume de Mato, qui est un espèce d'univers où il y a pas mal de démons et il sait pas du tout comment revenir dans son univers, enfin dans son monde, enfin voilà, dans sa ville, dans ce que vous voulez. Il est transporté dans Mato et il va se faire sauver par une jeune femme qui a un pouvoir, et en fait dans cet univers c'est ça qui va être la spécificité du truc aussi, c'est que les femmes peuvent avoir un pouvoir et donc les mecs sont un petit peu inférieurs. Finalement c'est inversé, c'est un peu du sexisme à l'envers, ça met un petit peu, c'est une petite critique de société en passant, et donc en fait ces femmes là vont pouvoir combattre les démons et donc essayer de sauver les gens qui comme Yuki se font transporter, ou éviter que les démons aillent dans leur monde. Donc grosso modo c'est ça, et en fait on va se rendre compte que l'héroïne qui le sauve peut le transformer en créature et donc combattre avec son aide les démons. Donc c'est ça son pouvoir. Donc c'est assez intéressant parce que le héros va avoir un petit peu un rôle supérieur aux autres mecs, mais en même temps il va être quand même considéré comme un esclave, je sais même plus parler. Il va aussi être le concierge des filles, donc s'occuper, parce qu'ils ont un bâtiment en fait par team, donc s'occuper de leur bâtiment, du ménage, de la cuisine, etc. Donc franchement c'est sympa. Il y a un côté eichi peut-être un petit peu trop prenant qui est un petit peu à tout va, pas forcément toujours justifié, mais bon, ce qui est drôle c'est que vu qu'en fait l'héroïne se sert de Yuki comme créature, lorsqu'il arrive à tuer pas mal de démons, elle doit le récompenser, c'est comme ça, et en fait les récompenses dépendent de ce qu'il désire lui, donc ça va être de l'avoir en petite culotte, de voir sous sa jupe, enfin ce genre de choses. Donc ça met un petit peu d'humour, mais en même temps ça permet, voilà, l'auteur, je pense que le dessinateur kiffe bien dessiner quelques scènes un peu explicites, donc c'est sympa, mais faut pas que ce soit trop lourd dans la suite, parce que le scénario pour l'instant est quand même sympa, voilà, il y a un bon déroulement, donc faut pas que ça empâtisse en fait par la suite. Ensuite j'ai lu le premier tome de ReZero Chronicles, la balade amoureuse de la lame démoniaque, qui va tout simplement nous parler du passé de Willem, un personnage de la série principale, comment il en est venu à ce surnom de l'âme démoniaque et comment il a rencontré sa bien-aimée. Voilà, donc dans ce premier tome, grosso modo, on va le voir un petit peu combattre directement sur le champ de bataille. Voilà, voir que le fait qu'il soit solo, en fait, ça fait qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe, et c'est ce qui peut poser problème. Et il va rejoindre un groupe qui est censé, en théorie à terme, lui permettre d'être d'autant plus fort et de s'ouvrir aux autres, même si je pense que c'est plus cette jeune fille qu'il a rencontrée qui va lui permettre. Et quand on connaît ReZero, on sait tout à fait pourquoi. Donc je pense que
c'est un spin-off qui est assez sympa à découvrir parce que ça nous permet de nous concentrer un petit peu plus sur Willem qui n'était pas forcément ultra développé pour l'instant du moins dans la série principale. Donc c'est une histoire inédite qui est cool et ça permet aussi d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en attendant l'arc 4, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a toujours pas de date à ce jour, si je ne m'abuse, ça se trouve je dis des bêtises. Et donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, si vous aimez l'univers de Re:Zero, c'est pas une obligation de le lire, mais je trouve que c'est quand même un gros plus et ça permet voilà, de découvrir un petit peu plus sur les personnages. Donc si quand vous lisez, vous aimez bien, vous êtes curieux d'en savoir plus sur les personnages, bah, je vous recommande de le lire. Après, j'ai continué ma lecture de Miruko-chan avec le tome 3 Slice of Horror, évidemment. Donc Miko continue d'être un petit peu flippée à chaque fois qu'elle voit des esprits. Elle essaie toujours de faire en sorte qu'il pense qu'elle ne les voit pas. Elle va aussi se servir de son fameux pouvoir qui fait qu'elle invoque certains démons, je crois que c'est des démons, je sais plus exactement, pour tuer un esprit qui est vraiment problématique. Donc je crois qu'elle l'a déjà fait 3 fois. Et on va se concentrer aussi sur son professeur qui semble avoir une maman esprit pas très cool qui est autour de lui et qui va faire qu'il est vachement négatif, etc. Et puis il va y avoir une espèce d'enquête un petit peu par rapport à des meurtres de chats. Donc c'est sympa, mais ça reste quand même des histoires qui sont décousues, qui permettent d'avoir un fil conducteur à terme, mais c'est quand même des petites histoires, donc faut aimer le format en fait. Tout simplement, moi j'en suis pas ultra friand, mais c'est un tome de temps en temps, donc ça va, je suis pas en surdosage. Ensuite on passe du côté de Meian avec Unsung Cinderella, donc le premier tome, qui va nous raconter tout simplement le milieu hospitalier à travers Midori Aoi, qui est une pharmacienne hospitalière, c'est-à-dire qu'elle est dans la pharmacie de l'hôpital. On va suivre différents patients qui ont forcément différentes pathologies, et le fait que c'est une personne qui est très investie dans son travail et qui n'hésite pas à aller au corps à corps contre les médecins quand elle considère qu'ils ont fait une erreur au niveau des dosages ou ce genre de choses. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça nous montre un petit peu la dureté de la vie, parce qu'il y a un conseiller médical qui a aidé sur le titre, donc on peut imaginer que c'est potentiellement comme ça que ça peut se passer au Japon, elle doit se battre en fait pour sauver ses patients, alors que bien souvent elle a raison et elle est considérée comme moins que rien parce qu'elle n'est pas médecin, qu'elle est juste pharmacienne, alors que c'est quand même un métier qui est super important et que sans eux, bah, les médecins n'auraient pas grand chose à donner. Donc je trouve un peu les contrats super sympas. Je savais pas du tout si elle allait me plaire, c'est le premier manga du domaine médical que je lis, mais honnêtement j'ai été captivé. Les différents patients, on s'attarde suffisamment dessus, mais pas trop non plus, parce que bon, forcément ça vient sa part quoi, c'est des patients. On va avoir un petit peu de background des personnages, donc ça c'est assez intéressant. Donc franchement c'était plutôt une bonne lecture. J'en ai fait une chronique sur Sanctuary, donc vous avez toujours le lien comme d'habitude en description si vous voulez voir la chronique. J'ai également lu chez Meian, donc dans la collection Daitan, le Jika Haru, qui fait tant parler de lui, qui est un isekai d'une femme de joie, on va dire ça comme ça, qui travaille dans un salon rose, voilà, dans un autre monde. Et en fait, au-delà de tout cet aspect de femme de joie, etc., donc du fait de donner son corps à des inconnus pour gagner de l'argent, il y a vraiment une grosse morale sur le sexisme, mine de rien, parce que les hommes, voilà, vont à la guerre, sont considérés comme supérieurs, et les femmes qui se retrouvent dans cet univers-là sont obligées de vendre leur corps pour s'en sortir. Donc ça exprime quand même une volonté de dénoncer quelque chose, au-delà du fait que bon, il y ait des passages explicites, que forcément c'est un manga, voilà, qui n'est pas pour tout public. Je trouve que quand même dans le fond, il y a de la réflexion, il y a de la morale, il y a du réfléchi. Donc moi j'ai beaucoup aimé pour le coup. Alors je sais pas du tout par la suite est-ce que ça garde cet esprit-là, mais j'ai trouvé que c'était assez bien fait, assez subtil, et donc honnêtement pour moi c'est plutôt une bonne lecture. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de End chez Kana, parce qu'on passe du côté de Kana. Kana, je vais avoir 2 tomes, hein. J'ai bien rattrapé mes séries Kana, donc c'est vrai que quand on n'a plus de retard, c'est difficile d'en lire beaucoup. Mais End tome 2, honnêtement, leur collection live en fait en général, je trouve ça tout simplement fantastique. Donc à la base, on suit Kaoru qui est secrétaire médicale en intérim, donc elle n'a pas de place en CDI, qui a décidé d'ouvrir son propre salon de manucure la nuit. C'est-à-dire quand elle termine cette journée de travail à l'hôpital, elle a un petit local qui lui est loué par un ami qui est d'ailleurs amoureux d'elle, mais soit. Et donc elle essaie de développer ça, mais ça marche pas comme elle veut, donc elle va essayer de se battre. Et la spécificité de Kaoru, c'est qu'elle n'arrive pas à être touchée par les hommes. Elle supporte pas le contact, sauf celui du docteur Yagai, qui est un petit peu plus âgé qu'elle et assez froid, qui a l'air d'avoir des sentiments pour elle, mais pas de par sa fierté, le fait qu'il se dise sûrement qu'il est trop vieux, etc. Il est quand même assez désagréable avec elle. Et ce qui va être intéressant, c'est que forcément, il y a un petit peu de romance, etc. Mais on va quand même être dans le domaine de l'adulte, donc les sujets traités sont plus matures, la façon dont c'est traité c'est également plus mature. Donc c'est vrai que moi j'ai quand même commencé à vieillir, hein. Bon, je suis encore jeune, mais fatalement
ce qui m'intéressait il y a même 10 ans, ça m'intéresse plus du tout maintenant. Donc c'est le genre de titre que je kiffe lire, comme Corps Solitaire chez Kana. Vraiment leur collection live est fantastique, et encore j'ai pas tout lu dans cette collection. Je suis en train d'essayer de me trouver d'autres séries de cette collection que j'ai pas pris, notamment Cigarette and Cherry je crois, et Love Fragrance ou Flagrance, je sais plus exactement, parce que si voilà, c'est dans la même trempe, c'est des titres qui pourraient m'intéresser. Mais en tout cas pour End, c'est très juste, c'est très beau, et si vous en avez marre un petit peu des shoujo, des trucs un petit peu redondants, ça change, c'est plus mature, ça traite de, voilà, de sujets un petit peu plus posés, et donc moi personnellement, vous aurez compris, j'ai extrêmement aimé. J'ai également lu le dernier tome, donc le 4e de Kingdom of Knowledge. Alors Kingdom of Knowledge, j'attendais cette fin avec impatience parce que je me disais en 4 tomes quand même, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire. À la base, on va suivre Faye, qui est un petit gnome qui est enfermé dans une espèce de bibliothèque avec plein d'autres gnomes. Ils sont un petit peu maintenus captifs par l'empire humain, hein, on va pas se mytho, qui leur demande de lire tous les livres, et une fois qu'ils auront traduit tous les livres de la bibliothèque, parce qu'il y a que eux qui en sont capables, ils pourront être libres. Sauf que dans le premier tome, dès les premières pages, ça se passe pas du tout comme ça, et Faye réussit à s'enfuir, mais tous les autres sont décimés. Et il se rend compte que ces fameux humains qui lui promettaient monts et merveilles sont en fait l'Empire, et avec tout ce que les gnomes leur ont appris, ils déciment les populations parce qu'ils ont pas mal de tactiques de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Faye, vu que c'est lui qui en a traduit pas mal, il a les informations dans sa tête, et donc il va faire en sorte d'aider les autres populations pour retrouver leur royaume notamment et détruire l'Empire. C'est un tome à fin ouverte, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une fin de guerre à proprement parler, on va pas avoir une destruction de l'Empire à proprement parler. On se doute de la finalité, quelle qu'elle soit, je vais pas trop spoiler. Je trouve que c'était assez bien fait, c'était peut-être le choix le plus judicieux, parce que sinon on était concrètement parti pour davantage de tomes. Donc en 4 tomes, pour moi c'était la meilleure chose à faire. C'est une série que j'ai beaucoup aimée dans l'ensemble, que je regrette absolument pas d'avoir lu, et que je relirai d'ailleurs d'ailleurs avec plaisir. Donc très bon choix, mais Kana en général nous fait de bonnes petites séries en 3-4 tomes. Ensuite on va passer du côté de Soleil Manga avec Insomniac tome 1 par le même auteur, autrice, je ne sais pas trop, de La fille du temple au chat, qui est un slice of life génialissime, tout en douceur. Et donc dans Insomniac ça va être à peu près pareil, sauf que forcément on va parler du sujet de l'insomnie, puisqu'on va suivre 2 protagonistes qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, et qui vont se rejoindre en journée, club d'astrologie qui n'existe plus suite à diverses histoires assez tragiques, pour taper leur meilleure sieste. Et donc forcément ça va les rapprocher. On voit qu'il y a pas une petite relation, mais en tout cas une bonne amitié qui se forme, et c'est très doux, c'est très juste, c'est très mignon sans être cucu. Vraiment c'est sublimement maîtrisé, et le sujet de l'insomnie est quand même bien traité. On a quand même de vraies informations, c'est pas de la mésinformation. À voir comment ça continue par la suite, parce que c'est que le tome 1, mais franchement pour l'instant je suis plutôt convaincu. Ensuite, toujours chez Soleil, on va avoir Coma héroïque dans un autre monde tome 2. Je vous en avais parlé, le tome 1 m'avait pas trop convaincu, ce tome 2 est quand même un petit peu mieux, je dois l'admettre. À la base on suivait Takafumi, qui était obligé d'aller chercher son oncle à l'hôpital, qui est resté je crois 17 ans dans le coma, c'est à dire qu'il a 34 ans maintenant, et pendant 17 ans il était dans le coma, et il va se rendre compte qu'en fait cet oncle était dans un autre monde. Donc c'est un peu une forme de isekai, même s'il s'est réveillé du coup, et que ses pouvoirs magiques sont valables dans le vrai monde. Dans le premier tome on avait des histoires assez décousues, et en fait je voyais pas l'intérêt, dans le sens où il s'est réveillé, donc de toute façon il va pas pouvoir retourner, certainement pas en tout cas dans cet univers, donc je comprenais pas l'intérêt du titre en fait. Mais dans ce tome 2, j'avoue que je me suis prêté au jeu, à suivre ces petites histoires. Il racontait ses anecdotes, ce qui lui était arrivé, etc. Je trouve que c'est un petit peu mieux construit. Il y a des personnages aussi de la réalité qui entrent en jeu, donc forcément ça nous raccroche un petit peu au côté slice of life entre guillemets du titre, et le mélange est bien fait, c'est assez drôle. C'est pas un gros coup de cœur, mais franchement ça se lit, donc je suis plutôt satisfait. J'ai également lu La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, tome 2. Donc pour le coup c'est un vrai isekai. On va suivre une femme qui était complètement mordue de travail, bosseuse, tellement qu'elle en a fait un surmenage et qu'elle en est décédée. Et en fait elle se retrouve réincarnée dans un monde où elle devient sorcière, etc. Et son but c'est de se la couler douce, qu'on l'embête pas, mais évidemment rien ne se passe comme prévu. Elle finit par tuer des slimes pendant 300 ans et atteindre un pouvoir exceptionnel, donc il y a des aventuriers qui veulent la combattre. Les slimes qu'elle a tués se sont réincarnés en 2 filles qui sont du coup entre guillemets ses filles, et qui veulent la tuer parce qu'elle a tué leurs semblables, et au final elle reste vivre avec elle, même si à la base elles n'étaient pas fort très bons termes. Donc c'est pas le isekai qui va suivre un truc un truc badass avec grosse montée de niveau, gros monstres, etc. C'est en fait ça va être un peu la vie quotidienne d'une femme dans un
monde fantastique, mais qui essaie voilà, d'en faire le moins possible. On va quand même avoir des scènes d'action, des combats, on va quand même avoir des choses inattendues, mais dans l'ensemble ça reste une lecture voilà, plutôt calme, plutôt douce. C'est le genre de truc que je lis quand j'ai pas envie de me prendre pas envie de me prendre la tête. Il y a un anime en plus, donc si vous avez envie de découvrir le titre, c'est l'occasion. Alors là on va passer au gros morceau de la vidéo, qui n'est autre que les éditions Pika, parce que les éditions Pika, alors déjà j'avais du retard et puis il y a eu pas mal de sorties aussi récemment, donc forcément il y a pas mal de choses. Donc d'abord, dont pareil je ne vais pas parler pendant 10 ans, on a Blue Lock, parce que je vous ai sorti une vidéo dédiée, pareil si vous souhaitez aller la voir, elle est disponible. Blue Lock, grosso modo c'est un battle royal de foot, c'est-à-dire que 300 jeunes prodiges voilà, qui sont assez prometteurs vont se retrouver dans un centre d'entraînement, et le but, qu'il y a un seul vainqueur qui pourrait être le buteur du Japon, de l'équipe nationale du Japon, parce que pour le Japon, la seule chose qui manque à l'équipe du Japon, c'est un bon buteur qui ira marquer des buts, qui aura un individualisme inné. Donc le but c'est de faire ressortir ça un petit peu sur les personnages. Dans ces 2 premiers tomes, on va commencer par les explications forcément de ce Battle Royale, suivre certains personnages qu'on verra certainement du coup pas pendant longtemps, mais voilà. Au niveau du dessin, il va y avoir à travers les expressions, à travers les mouvements, un certain côté badass, un petit peu comme la zone on va dire dans Kuroko's Basket, donc c'est ça que j'ai trouvé sympa. La vision du foot, clairement elle est pas très réaliste, hein. C'est pas le but c'est vraiment de faire le côté un peu fantastique, un peu waouh, donc faut aimer. Moi en tout cas c'était vraiment une super lecture, j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de découvrir la suite parce que je crois qu'il y a déjà 14 tomes sortis. Ensuite j'ai lu les tomes 4 et 5 de Hitman, les coulisses du manga, donc j'ai enfin rattrapé ma lecture. Hitman, déjà c'est du coup d'ICO, donc vous pouvez être sûr que le ressenti des personnages est sublimement fait, mais ce qui va vraiment être intéressant dans Hitman, c'est qu'on va découvrir à travers une mangaka et d'autres aussi qui vont venir ensuite, et un éditeur, la volonté de devenir le meilleur et la meilleure du Japon. Notre éditeur Kenzaki, c'est un petit peu le newbie, mais très franc, très motivé. Il va beaucoup aider Takanashi notamment, qui est sa première autrice. Il va lui dire qu'elle sera la meilleure du Japon, mais il va se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, et qu'en plus il va suivre d'autres autrices, d'autres auteurs au général, mais pour l'instant c'est des autrices. Quel chanceux. Mais mon Kudiseo fait souvent ça, il aime bien un petit peu autour de ses personnages. Enfin bon, soit. Donc ça va pas être aussi facile que ça, parce que forcément quand tu suis d'autres autrices, tu peux pas être aussi subjectif que ça. Tu es obligé d'essayer de faire du mieux que tu peux, mais avec toutes tes autrices, et pas seulement celle de base. Surtout que Takanashi va avoir des bâtons dans les roues, elle va beaucoup s'améliorer. Donc c'est une série qui va être réaliste sans l'être non plus. Il y a quand même quelques libertés qui sont faites, mais je trouve qu'elles sont particulièrement bien faites. C'est une série que franchement j'adore pour l'aspect voilà, Kudiseo en fait. Kudiseo, il a vraiment une faculté à développer ses personnages qui est fantastique. Tu es obligé de t'y attacher, tu es obligé d'être pris par l'histoire, et ce manga là ne fait pas exception. Et en plus, je ne vais pas vous spoiler les circonstances, mais dans ce tome 5 on va voir certains personnages de Fuka qui vont apparaître. Quand il fait comme ça du cross série, de temps en temps ça arrive qu'on voit des personnages dans les tomes d'autres séries. Ça fait super plaisir, ça fait sourire, surtout que là ils ont quand même un petit rôle quoi, c'est pas juste un petit passage sur une case, non, un petit rôle, donc ça fait plaisir. Et puis tu te dis ah ouais, ils sont dans le même univers, et ça fait vraiment du coup ça fait comme s'il y avait un méga univers Kujiseo entre guillemets. Donc moi je trouve ça super bien foutu. Ensuite, très gros coup de cœur, Blue Period. Donc j'ai lu les 3 tomes sortis à ce jour, donc avec le premier tome couverture bleue qui est magnifique, le deuxième tome rouge rose, rouge violet, rouge quelque chose comme ça, fuchsia je ne sais pas trop, et en vert. Voilà, donc Blue Period, ça va être un manga artistique, déjà très artistique. On va suivre Yatola, qui est un élève studieux qui a tout pour réussir, qui travaille énormément, et il va tomber amoureux d'une peinture d'une des élèves du club d'art plastique de son lycée, et ça va lui donner envie d'essayer. Sauf qu'il va tellement aimer ça va être la première fois de sa vie qu'il a vraiment une passion et qu'il essaie quelque chose pour lui. Il va se rendre compte que c'est ce qu'il veut faire toute sa vie. Grosso modo, dans ces 3 premiers tomes, on va suivre ses évolutions, ses échecs, ses réussites, sa volonté de faire une école d'art, le fait que ses parents vont s'y opposer, etc. Ça va être vraiment un titre déjà très slice of life. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans la réalité, qui est pas du tout trop facile pour le héros, parce que bon, fondamentalement il va avoir énormément d'obstacles et c'est assez réaliste, mais qui a une volonté de réussir, et c'est ultra juste, c'est ultra doux. Le développement des personnages et notamment les liens entre les personnages n'empathie pas pour autant. On a pas mal de personnages autres qui vont
suivre pas forcément à travers lui, qui vont évoluer au sens large et qu'on va suivre aussi dans ses relations amicales. Donc moi, vraiment c'est un gros coup de cœur, c'est une super lecture, c'est hyper singulier comme titre en plus, c'est pas un thème qu'on voit aborder souvent et encore moins de cette manière, donc franchement si vous n'avez pas lu Blue Period, bah, vous passez vraiment à côté d'un bijou. Ensuite j'ai lu le 5e tome de So I'm a Spider, So What. Et ouais, ça y est, je suis à jour, mais bon je vous avais dit hein, de toute façon que pour la sortie du 5 je serai à jour. So I'm a Spider, So What, on va suivre tout simplement une jeune lycéenne qui se fait réincarner dans un univers parallèle et qui devient une araignée, donc c'est un isekai une fois de plus. C'est vrai que j'ai pas mal de lectures isekai, mais c'est un petit peu au goût du jour, voilà, les éditeurs en sortent pas mal, donc c'est un peu difficile de passer à côté, surtout que moi j'aime bien ça, en plus je suis assez friand, donc why not. Donc So I'm a Spider, So What, on va suivre une araignée qui bon de base est quand même la basse échelle hein, et qui en plus est transportée dans un donjon, c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec des monstres assez puissants, et donc son but, dans un premier temps du moins j'espère, et qu'après il y aura d'autres choses, c'est de réussir à sortir de ce donjon. Donc on va la voir trouver des stratagèmes pour tuer des ennemis un petit peu plus puissants qu'elle, aussi pour développer des compétences, ce genre de choses, et donc on prend plaisir en fait à la suivre, et j'avais peur depuis quelques tomes que le rythme s'essouffle, mais en fait ça continue, même si on est toujours dans ce donjon et qu'il y a toujours cette ambiance, qu'il y a toujours cette redondance parce que elle découvre de nouvelles techniques, mais grosso modo elle va faire un petit peu les mêmes choses pour s'en sortir. Quand elle peut vaincre son ennemi, elle le fait, quand elle peut pas, elle fuit, etc. On voit que petit à petit elle progresse, qu'elle développe des compétences qui vont lui permettre par la suite de réussir à sortir, certainement, ou du moins de sortir d'une zone qui lui pose pas mal de problèmes parce qu'il y a du magma, la lave, etc. Pour une araignée, c'est pas forcément le bon business. Et ce qui est super intéressant que moi je trouve, mais génialissime, c'est que c'est une araignée. On suit une araignée qui devient ultra badass. Enfin, j'ai trouvé le concept vraiment fou. Et il y a un anime aussi que je suis en train de commencer, mais je vais essayer de pas aller trop loin parce que je sais pas combien de tomes il prend et j'aurais pas envie de me spoil tout simplement. Mais vraiment, si vous aimez les isekai et vous avez envie d'un truc qui déboîte, bah franchement c'est pas mal du tout. J'ai lu une nouveauté aussi de chez Pika qui s'appelle The Wit and the Beast, donc forcément le premier tome. On va suivre Ajaf et Guido qui doivent, on va dire, un petit peu botter des fesses quand les gens ne respectent pas les règles de sorcellerie. Donc ils sont missionnés par l'ordre de l'écho noir, on n'a pas trop d'informations sur eux pour l'instant, c'est assez mystérieux. On sait même pas si c'est eux qui font le bien ou pas hein, forcément pour l'instant, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un enjeu tout autre, hein. Leur but c'est pas juste de faire une bonne action, puisqu'en fait Guido, donc l'un des deux personnages principaux, a une haine envers les sorcières et une en particulier qui lui a fait une sorte de malédiction, et donc en fait il doit la trouver pour briser cette malédiction. Donc je pense qu'on va au fur et à mesure avoir des petites histoires entre guillemets parce qu'ils vont devoir se déplacer à travers diverses villes pour trouver des sorcières et espérer trouver celle qui a posé problème à Guido. C'est super bien fait, les scènes de combat sont vraiment sympas et au niveau de l'ambiance ça me fait vachement penser à Valencing, donc c'est plutôt qualitatif. C'est un bon premier tome introductif qui nous présente globalement l'univers, voilà, les personnages et les enjeux. Donc pour moi c'est réussi. Après j'attends quand même la suite pour me faire un avis plus construit parce que ça reste très introductif justement. Dernier tome des éditions Pika, nous allons avoir The Voices of a Distant Star de Mizu Sahara, qui est une autrice exceptionnelle qui a fait notamment Le Chant des Souliers Rouges si vous n'avez pas lu, ou My Girl, qui sont deux titres exceptionnels. Et donc dans ce one shot, c'est pas son histoire à l'origine, mais elle va faire l'adaptation en manga, et c'est en un tome, hein, forcément c'est un one shot, et franchement j'ai trouvé ça génial. Donc globalement on est en 47, on va suivre Mikako qui se retrouve enrôlée malheureusement pour une mission spatiale, et donc le but en fait c'est de retrouver les Tarsiens qui sont une espèce d'extraterrestres un petit peu plus évolués, donc qui ont pas mal de choses certainement à apprendre à l'espèce humaine, sauf qu'ils n'ont apparemment pas très envie de montrer leur pouvoir, et donc ils vont concrètement attaquer les humains qui sont dans l'espace, ce qui fait qu'ils ont des espèces d'armures pour les combattre. Donc les armures s'appellent les traceurs, voilà, ils sont individuels, sauf qu'en fait on a aussi Noboru qui est amoureux d'elle et inversement, qui l'attend sur Terre, sauf que plus le temps passe, plus elle s'éloigne de la Terre, plus leurs SMS ou leurs messages, je sais pas exactement comment ils communiquent, mettent de temps à arriver. Donc c'est une histoire, même si c'est un one shot, qui va se dérouler sur plusieurs années sans que ce soit speed. On a toutes les informations nécessaires, on a une fin qui est sublime, c'est très juste, c'est très doux, il y a pas mal de tension par contre, hein, parce que forcément on a un petit peu peur pour les personnages, on a peur qu'ils n'y arrivent pas, on a peur qu'il y ait un décès d'un côté ou de l'autre, ou qu'ils s'oublient parce que au bout d'un moment t'as 6 mois, 1 an, etc. pour recevoir les messages. Donc c'est un récit de science-fiction qui est bouleversant, concrètement qui est bouleversant, je peux que vous le recommander. Nous avons lu Kill the Fast tome 2 qui est une série qui est terminée en 3 tomes, enfin le 3e tome n'est pas sorti, mais c'est une série qui sera en 3 tomes. Globalement on va suivre No Skill
qui est un tueur en série qui s'oppose au skill de face, qui est une espèce de puce interactive qui permet à son hôte d'obtenir et d'acquérir des compétences, des connaissances qu'il peut acheter notamment sur le marché. Et c'est ça en fait que va un petit peu dénigrer nos skills, c'est qu'il faut encore une fois avoir de l'argent pour avoir les meilleurs skills, pour avoir les meilleurs métiers et ce genre de choses. Donc son point de vue peut être compréhensible, bon c'est pas une raison pour tuer des gens, mais il y a voilà toute une moralité, tout un jugement, un petit peu un jugement de valeur. L'enquête en tant que telle, super bien faite, il y a pas mal de suspense, on comprend petit à petit que notre skill est quand même lié d'assez près à l'origine du skill fast, donc c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant parce qu'on s'en serait pas douté au premier abord. Et étrangement, malgré les mines d'informations, toutes les choses qu'on apprend et à quel point le manga est riche, je comprends tout à fait que ça se termine en 3 tomes et c'est ça que j'ai trouvé exceptionnel et je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai ouvert le premier tome, et donc là avec le deuxième tome franchement je suis super convaincu. C'est vraiment un bon lecture manga, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis assez gâté, donc j'ai hâte de lire le tome 3, évidemment je vous en parlerai. J'ai rattrapé ma lecture sur Hiroma à l'école des démons, donc avec le tome 6 et 7 et le tome 7 par ailleurs, avec extrêmement rire. À la base on suit Hiruma qui se retrouve transporté dans un monde des démons parce que ses parents l'ont vendu à un démon. Sauf que ce démon n'était pas mauvais, il voulait juste un petit-fils parce que tous ses copains ils avaient un petit-fils et il est directeur d'une école, et donc Hiruma va devoir aller à l'école des démons sans se faire prendre parce qu'il faut pas qu'il devine forcément que c'est un humain. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir se créer une personnalité, une individualité qu'il n'avait, il n'y avait pas le droit en tant qu'humain, il était juste serviable. Donc c'est super intéressant. Au fur et à mesure on va voir qu'il se prend au jeu, qu'en fait il se sent mieux dans le monde des démons, et que même quand un démon découvre que c'est un humain et qu'il lui propose de le ramener dans le monde des humains, il va nier être un humain et il va vouloir rester. Donc je trouve que c'est un manga qui est assez touchant, qui est bon, c'est un très bon shonen qui a pas mal de tomes et on comprend pourquoi, qui est super bien foutu. Il y a tout en fait, il y a comique, de l'action, du psychologique, il y a de tout, c'est vraiment un très bon shonen et je prends toujours plus de plaisir à chaque nouveau tome. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de Magnum Opus, qui est une série qui est également en 3 tomes. Magnum Opus, déjà c'est une série d'heroic fantasy, donc c'est quelque chose que j'aime fondamentalement bien. À la base on suit Magnum et Platina, je crois si je ne m'abuse, qui sont deux jeunes enfants qui récupèrent le bouclier d'un grand héros, mais qui visiblement cachait quand même pas mal de choses, puisque Graham sur son bouclier avait une espèce de sphère, une espèce de pierre assez puissante et convoitée, donc c'est pour ça qu'il l'a caché. Donc grosso modo c'est une petite série en 3 tomes, comme Skill Fast finalement. Dans ce tome 2 on sent la fin arriver, on comprend exactement ce qui du moins peut se passer. Après peut-être qu'il y aura des obstacles qui vont faire que ça se passera pas du tout comme prévu, mais c'est une bonne série d'heroic fantasy où il y a un but, où il y a des obstacles, où il y a des personnages auxquels on peut s'identifier, parce que bon, globalement c'est 2 enfants qui sont assez banals finalement. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. J'attends le tome 3 pour me faire un avis plus définitif, mais franchement c'était sympa. Et du côté de Panini, c'est ma dernière lecture, j'ai lu les tomes 4, 5, 6 et 7 de Demon Slayer. Donc bon, je vous montre, bon ceux-là ils sont en anglais parce que à l'époque j'avais acheté les 3 premiers tomes des Rôdeurs de la Nuit, c'était le nom qu'il y avait avant, et donc j'ai continué en anglais parce que forcément Panini ne sortait pas la suite. Sauf que là il commence, donc je suis en train de rattraper les tomes en français. J'ai les 1, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 17 et je vais essayer de trouver le reste d'occasion au fur et à mesure. Donc je suis jusqu'au tome 7, et là en fait au niveau du manga on arrive juste avant le film. Il y a même un petit peu dans le tome 7, un petit peu du début du film, le train de l'infini qui vient de sortir au cinéma. Donc ça reprend globalement, là je suis arrivé à la fin de l'anime concrètement. Donc je connaissais déjà un peu d'histoire. Demon Slayer, à la base on va suivre Tanjiro qui vit à la montagne avec toute sa famille, qui va descendre vendre du goudron en ville, et il va rentrer assez tard. Donc il y a un habitant qui va lui proposer de passer la nuit chez lui parce que voilà, c'est dangereux la nuit. Donc lui il comprend pas trop, il lui dit qu'il y a des démons etc, mais bon, Tanjiro pour lui c'est des légendes, donc il comprend pas trop. Le lendemain matin il décide de rentrer chez lui, il se rend compte que toute sa famille a été décimée, sauf sa sœur Nezuko qui est devenue une démone, mais une démone qui visiblement a gardé une partie de sa conscience. Donc le but de Tanjiro, ça va être de faire en sorte que sa sœur redevienne humaine. C'est une série qui est terminée en 23 tomes au Japon, donc on commence à s'en rapprocher en France. Moi voilà, je lis à mon rythme, je vais rattraper d'ici les prochains mois. Demon Slayer, c'est une série, bon je n'ai même pas besoin de vous représenter, qui fait énormément parler d'elle depuis l'anime.
l'anime en fait. Depuis le début de l'anime, enfin les ventes sont colossales et j'avoue que moi c'est une série que j'aime beaucoup. Alors je préfère peut-être l'anime par rapport au manga parce que le manga est quand même moins bien dessiné et l'anime est fantastique, donc forcément ils ont rattrapé un peu les défauts. Mais c'est une œuvre qui te prend au trip, c'est une œuvre qui a de la gueule, c'est un shonen qui est super bien fait, les personnages sont ultra singuliers, même les démons en fait, et puis il y a un système de lune démoniaque, donc ce sont des démons de haut rang, plus le démon qui est au-dessus des autres, donc c'est franchement c'est super bien fait, c'est captivant, même en manga c'est assez bien ça. J'avais un peu peur parce que vu que j'en étais arrivé à là dans l'anime, je me suis dit est-ce que le manga va vraiment être aussi prenant, et finalement c'est le cas, même si comme je l'ai dit je préfère quand même l'anime, donc je suis assez satisfait. Donc c'est une série, un bon shonen que je vous recommanderais évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis très content de toutes mes lectures, franchement j'ai pas mal lu, j'aurais pu lire encore plus, mais voilà, j'essaie quand même de faire d'autres trucs de mes journées, mais j'ai pas mal lu. Mais vous avez un marathon qui vous attendra bientôt, et prochaine vidéo, hormis une vidéo de kit presse, mais bon ça voilà, ça n'a rien à voir, vous aurez une vidéo spéciale de mes achats de mai. Vous savez que je le fais plus ça parce que je comprenais pas trop l'intérêt de vous montrer ce que j'ai acheté parce que je lisais forcément, mais vous allez voir que bon, je pense que honnêtement vous allez être sur le cul du nombre de mangas que j'ai acheté en mai. Vraiment c'est un abus, donc je suis en train de m'organiser pour savoir comment faire la vidéo parce que j'ai une petite table en dessous où je mets tous les tomes que j'ai lus dans la vidéo, etc. Donc j'essaierai de vous filmer de manière à ce que vous la voyez, mais ça va être compliqué vu le nombre de tomes. Ouais, ça va être très compliqué, très compliqué de tout caser, donc je ferai au mieux. Mais bon, je suis en train d'organiser ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.